Bonjour à tous, c'est son troisième mandat à la tête de Villeurbanne, souvent rival de son homologue lyonnais. Ils étaient pourtant du même bord avant que l'un quitte le navire. Son regard sur la grogne sociale, les blocages d'universités, sur les événements aussi qui frappent l'actualité. Comment lutter contre la radicalisation, comment la repérer et surtout la suivre. Et puis on parlera d'un tout autre sujet, de la maladie encore taboue chez les hommes politiques. Lui a accepté de briser la glace dans la simplicité et sans anxiété. Mon invité est Jean-Paul Brett. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Jean-Paul Brett. Bonjour. Vous êtes fatigué des débats qu'on entend sur les fichiers S à chaque fois qu'il y a un attentat en France? Ou vous estimez que c'est légitime ces débats? Fatigué, non, mais je trouve qu'effectivement, la récurrence de ce propos, disant les fichiers S, pour certains, il faudrait tout de suite les interner, ou en tout cas les emprisonner, pour d'autres les renvoyer. Je trouve qu'effectivement, c'est pas sérieux, quoi, parce que les fichiers S, c'est pas ça. Et là-dessus, je suis en accord avec les positions du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Je pense que la surenchère sur les fichiers S ne correspond pas aujourd'hui à quelque chose de sérieux. Vous pensez que les polémiques sont inutiles ou vous trouvez légitime quand même qu'il y ait un débat malgré tout à chaque fois? Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour renforcer la sécurité? La plupart du temps, ce sont des polémiques, donc elles sont, si vous le voulez, je trouve qu'elles sont inutiles, plus qu'inutiles. Enfin, je pense qu'elles servent de posture pour un certain nombre d'hommes et de femmes politiques situés à droite et à l'extrême droite de l'échiquier, c'est clair. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui tout a été fait pour lutter contre le terrorisme, entre guillemets, qu'on a tout essayé? Je ne dirais pas comme ça. Je pense que devant la menace terroriste qui a évolué, qui aujourd'hui s'est manifestée encore il y a peu de temps à travers des actes individuels, non, je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais je pense que ça passe beaucoup plus à travers l'efficacité des services de police, de la DGSI, que par rapport... Enfin, je pense par exemple, pour vous répondre d'une autre manière, qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir de nouvelles lois, qu'aujourd'hui l'arsenal législatif est suffisant, mais que par contre dans les pratiques, il y a sûrement toujours des progrès à faire, parce qu'on s'adapte, je pense que les services ont à s'adapter à ce qu'est le terrorisme aujourd'hui, aux modalités en quelque sorte qu'il utilise. Et à partir de là, cette vigilance, cette pratique, cette expérience, elle conduit nécessairement à une meilleure prise en compte et à des progrès, si on peut utiliser ce terme-là. Beaucoup de spécialistes du sujet estiment que ce faux calme depuis quelques mois présage le pire pour la suite, que le pire est encore à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous y voyez un vrai phénomène de société qui peut s'empirer? Moi, je ne suis pas inquiet, mais c'est ma nature peut-être. Donc la réponse est un peu personnelle d'une certaine manière. Je pense qu'aujourd'hui, la vigilance s'impose. On voit bien que ce phénomène dure, qu'on est sans doute entré pour une période où ça va durer encore longtemps. Quand on est avec des actes individuels, on voit bien qu'il est difficile d'être véritablement dans des mesures préventives qui empêchent des actes individuels. Mais pour autant, ça ne traduit pas pour moi de l'inquiétude. Ce qui rassure quand même, c'est que je trouve que la société française, dans sa globalité, réagit bien par rapport à cela, et que les gens, d'une certaine manière, ne changent pas ni leurs habitudes, ni leur façon de vivre, même si, évidemment, je le vois en tant que maire, pour un certain nombre de manifestations, par exemple, aujourd'hui, les mesures de sécurité sont beaucoup plus importantes. Lorsqu'on a des rassemblements, maintenant, on a systématiquement des herses, enfin des dispositifs anti-intrusion. Bon, donc, et le coût, d'ailleurs, de ces dispositifs pèse aussi indirectement sur les manifestations. Justement, en tant que maire, est-ce que vous êtes au courant du nombre de fichiers S à Villeurbanne? Pas du tout. Et puis je pense que ce n'est pas de la responsabilité des maires que d'avoir accès à ce genre de choses. Je sais que certains l'ont demandé. Je trouve que là aussi, ce sont des postures qui sont démagogiques. Donc, vous pensez? Ça ne vous rassurait pas? Est-ce que ce n'est pas un problème quand même, qu'il n'y a pas un manque de coordination entre les services de renseignement et les autorités locales? Non, mais on revient à ce que sont les fichiers S. Les fichiers S, ce ne sont pas des gens qui sont derrière forcément des terroristes, heureusement. Donc ce sont des gens qui ont à un moment donné être repérés, qui ont à être suivis, et quelquefois je dirais même que l'efficacité
des fichiers S tient à la non-connaissance et au non-pointage pour d'autres de cette connaissance-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de démagogie, en tout cas, et beaucoup d'inefficacité, il y aurait à porter en quelque sorte à connaissance les fichiers S au niveau des maires. Je pense que ce n'est pas de notre responsabilité et que ça n'aurait pas de sens. Alors il y a le fichier S qui est un fichier général, mais il y a aussi le fichier des radicalisés. Est-ce que ça, quand même, ça vous intéresserait? Vous pensez que ça serait pertinent de savoir qui, quand même, dans votre commune, est radicalisé ou non? Je ne pense pas qu'on puisse tout à fait le prendre dans ce sens-là. En revanche, les différentes lois, et ça a commencé d'ailleurs bien avant 2017, ont fait que les collectivités locales, à travers un certain nombre de personnels, dont la police municipale, dont d'autres personnes, ont été formées en quelque sorte pour mieux déceler les signes de radicalisation. Et à partir de là, cette meilleure connaissance des choses, je dirais, participe de la lutte contre le phénomène, plus que la façon dont vous l'avez énoncé en disant il faut que vous sachiez que celui-là est radicalisé ou en voie de radicalisation. En plus, vous savez, le mot charge beaucoup, le mot de radicalisation et de déradicalisation, lui-même, la sémantique n'est pas très claire. Donc, qu'est-ce qu'on désigne à travers ça? Enfin, c'est un débat sans doute peut-être un peu long à avoir ici, mais qui est assez compliqué. Ouais. Le président de la République doit prochainement s'exprimer sur la place de l'islam dans la société. Parce que quand on parle de radicalisés, pour la plupart, c'est des radicalisés islamistes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin quand même de, une fois de plus, peut-être cadrer les choses, cadrer la laïcité? Ou c'est des faux débats, ça? C'est pas des faux débats, mais déjà le terme que vous utilisez, cadrer la laïcité... rappeler, peut-être. Oui, enfin, le président de la République a beaucoup d'hésitation là-dessus. En tout cas, il a beaucoup différé une intervention. Je crois que les propos qu'il a tenus ou laissé tenir sur l'organisation de l'islam n'ont pas rencontré beaucoup d'adhésion dans les responsables aujourd'hui de la communauté islamique, si on peut parler, parce que c'est... Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment, voilà. C'est pas tout à fait comme le catholicisme, c'est plutôt comme le protestantisme. Donc chaque mosquée, d'une certaine manière, a une beaucoup plus grande autonomie. Non, je pense que une initiative venant, enfin, une force en quelque sorte venant de la communauté, entre guillemets, musulmane, je pense que c'est plutôt par là que les choses devraient s'organiser, plutôt que par rapport à des propos forcément normatifs et venant d'en haut d'un président de la République, quel qu'il soit. On parlera tout à l'heure de l'université. Juste une question, il y a une image qui a beaucoup fait parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la présidente de l'UNEF qui est apparue voilée à la télévision pour s'exprimer devant l'université. Est-ce que vous faites partie de ceux que ça a choqué? Marlène Schiappa, il voit une forme de promotion de l'islam politique. Je n'ai pas vu l'image. Je ne crois pas que ce soit la présidente de l'UNEF. C'est peut-être une responsable de l'UNEF. Responsable, pardon. À moins que ce soit la présidente qui l'ait fait volontairement en se voilant pour être une provocation. Non, c'est quelqu'un, une responsable de l'UNEF, qui porte le voile. Écoutez, moi là-dessus, je trouve que j'ai un peu de réticence à voir effectivement des gens qui sont dans des responsabilités apparaître voilés. Voilà. Dans ma tête, il y a la responsabilité. Je pense que les gens peuvent s'habiller librement, que le voile fait partie d'une liberté. Après, à partir du moment où les gens ont des responsabilités, on voit bien que ce genre de choses, en quelque sorte, provoque, enfin, à travers ce que ça provoque, c'est justement une provocation. Donc je pense qu'au niveau de l'UNEF, j'en étais membre il y a très longtemps, je pense que ces choses-là ne devraient pas se passer. Quel regard vous portez sur l'action de Gérard Collomb au gouvernement? Je porte un regard pour le moins critique sur la loi Asile et Immigration qui fait l'actualité de ces derniers temps. Bon. Ça vous a étonné qu'il porte une telle loi? Pas tant. Vous connaissez depuis longtemps Gérard Collomb? Non, pas beaucoup. Je pense qu'il est dans une certaine fidélité à ce qu'il est, ou tout au moins à une certaine dérive qui a été la sienne quand même depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui était à droite du Parti socialiste quand il y était, qui maintenant est à droite de La République en marche. Donc il y a quand même cette dérive-là et qui se traduit au ministère de l'Intérieur par une loi dont beaucoup, y compris par ceux qui ont quelquefois soutenu
Macron, enfin qui ont soutenu le président de la République dans sa campagne, ont manifesté beaucoup de défiance. Et quand on voit que et le défenseur des droits et la plupart des grandes associations sont quand même sur une position extrêmement critique sur cette loi, moi je le suis aussi. L'opposition l'accuse de ne pas beaucoup agir à Beauvau. C'est vrai que c'est un ministre de l'Intérieur plutôt discret, qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas? Je vous pose cette question aussi parce que quand on regarde la liste de ces déplacements, près de plus de 30% sont faits à Lyon et ses environs. Mais comme nous sommes ici dans la métropole, c'est peut-être comme ça. C'est peut-être pour ça que je ne le trouve pas discret, parce que je trouve qu'on le voit assez souvent dans les pages des quotidiens régionaux. Il passe trop de temps dans la région pour un ministre de l'Intérieur? Difficile d'avoir une appréciation là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'il a quand même une présence appuyée ici à Lyon et dans la métropole lyonnaise. Et qu'à partir de là, ça interroge forcément un peu. Je pense que, notamment pour ceux qui lui ont succédé à la présidence de la métropole et à la mairie de Lyon, je pense qu'effectivement, il doit être quelquefois un peu encombrant, même si évidemment, ils ont de la difficulté à l'exprimer. Et comment vous l'expliquez, selon vous? Je pense que cet homme veut tout contrôler. Je l'ai connu dans cet exercice. Et cet homme va au bout de son pouvoir et à partir de là, il supporte assez peu autour de lui et la contradiction. Enfin, voilà. Et à partir de, je pense que il n'est plus à Lyon parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Il l'énonce clairement lorsqu'il le dit. Et en même temps, il manifeste beaucoup d'attention par rapport à ce que font ses successeurs et par rapport à la situation lyonnaise. Je pense qu'il ménage tous les possibles. C'est un problème selon vous? C'est un problème surtout pour ceux qui le remplacent, parce que je pense qu'il y a quand même sinon une tutelle, mais en tout cas une présence qui est un peu difficile. Et il ménage tous les possibles parce que vous lui prêtez quel avenir dans un futur proche? Je ne prête rien, mais je pense qu'il peut penser que n'étant plus ministre de l'Intérieur, il reviendra aux prochaines élections pour se présenter à Lyon ou dans la métropole, puisque la loi électorale fera qu'il ne pourra pas être à la fois candidat à la mairie de Lyon et à la métropole. Il ne l'énonce pas aujourd'hui. Il dit, d'ailleurs, il répond toujours, sinon de manière évasive, mais en tout cas, il ne répond pas, et je le comprends. Mais je pense qu'il ménage toutes les possibilités. Je le connais suffisamment là-dessus, dans sa pratique, pour savoir qu'il ne faut fermer aucune porte. Et dans sa pratique familiale, si je puis dire, parce qu'on parle aussi beaucoup de sa femme, avec des ambitions politiques. Vous avez vu ses réponses, il dit c'est elle, je n'ai pas besoin de la pousser pour qu'elle fasse. Après, je pense quand même, si vous voulez, que Caroline Collomb, dans ce qu'elle fait aujourd'hui, doit beaucoup au fait d'être la femme de Gérard Collomb. Et dans vos dossiers tous les jours, alors pas directement, mais vous faites quand même partie du sérail politique lyonnais, villeurbanais, métropolitain. Vous la voyez vraiment agir Ah non, pas du tout. Enfin, Mais en tout cas, vous voyez qu'il se passe des choses, que des choses se préparent peut-être? Aujourd'hui, je ne le ressens pas, mais sans doute que des choses se préparent. J'ai vu par exemple l'intention des responsables de La République En Marche d'être candidats partout, dans toutes les villes. Bon, donc manifestement, je pense que ces choses-là, je ne sais pas si elles se préparent dans l'efficacité, mais elles sont au moins dans la tête de certains. Donc ça, nous verrons bien le moment venu. La métropole, justement, la reconstitution politique à la métropole, c'est pour quand? Qu'appelez-vous la reconstitution politique? On a vu le Big Bang politique sur le plan national. Au niveau de la métropole, je crois qu'il y a deux choses. Oui, nous, à Villeurbanne, avec le groupe La Métropole Autrement, d'une certaine manière, nous avions un peu anticipé. Nous nous trouvons... je vais pas dire comme... selon vous, justement? Non, je ne pense pas. Il était difficile en 2014 de penser qu'on aurait Macron. Peut-être. Non, je pense qu'il reste aujourd'hui, de ma part et du groupe La Métropole Autrement, une loyauté, une adhésion au projet politique dans sa généralité tel qu'il est porté par la métropole, même si sur un certain nombre de points, nous nous sommes exprimés souvent un peu dans la différence. Mais nous restons des membres loyaux de la majorité. Voilà. Après, à l'intérieur de cette majorité, il y a différents groupes.
C'est vrai que le groupe qui s'appelle encore aujourd'hui le groupe socialiste et apparenté, auquel nous n'appartenons pas, puisque nous avions fait un autre choix en 2014, tout en restant socialiste, avec, voilà, je pense que cette situation devrait un peu évoluer dans les mois prochains. Ce n'est pas trop de ma responsabilité de m'en occuper, mais je sais que le nouveau premier fédéral du Parti socialiste, Jan Krombeck, va agir en ce sens. Vous espérez peut-être créer un nouveau groupe, ou en tout cas récupérer ceux qui ne seraient pas encore tombés chez En Marche et qui étaient dans le même groupe Vous savez, je ne mets pas ça sous forme d'un espoir. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe La Métropole Autrement travaille bien, que nous apportons un certain nombre d'idées, que nous sommes critiques sur un certain nombre de choses, mais tout en restant dans une certaine loyauté. Je ne pense pas que ça soit essentiel, mais je pense qu'il y a nécessité au niveau du groupe socialiste restant, si vous voulez dire, qu'un certain nombre d'ambiguïtés disparaissent. Je pense que ça va se faire nécessairement. Qui incarne la gauche aujourd'hui dans la région? Dans la région? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de nom qu'on peut citer comme ça. Il faut bien reconnaître que la situation politique ne nous a pas été favorable et qu'aujourd'hui, la gauche est quand même un peu exsangue et dans une situation difficile. Dire cela, c'est constater une certaine réalité. Pour autant, le constater, ça ne signifie pas s'en accommoder d'abord. Et puis, surtout, ça signifie agir et faire un certain nombre de choses pour que, dans un futur le plus proche possible même, si je pense que ça ne sera pas demain matin, on puisse se retrouver dans une situation différente. Il y a entre Mélenchon et les Insoumis, entre un certain nombre de positions radicales et le macronisme qui a quand même aujourd'hui dérivé, en tout cas pour lequel l'ambiguïté de la gauche et de la droite n'existe pas. Je pense qu'il y a aujourd'hui, il reste un espace aujourd'hui pour une gauche authentique. La difficulté, c'est aujourd'hui effectivement de reconquérir cet espace, de le personnaliser à travers un certain nombre d'individus, de groupes, de combats politiques. Par exemple, aujourd'hui, qui est en face pour incarner la gauche Je ne pense pas qu'aujourd'hui la question... Il n'y a vraiment personne, selon vous? Quand on dit il n'y a personne, il y a un certain nombre de personnes, mais je ne pense pas qu'on est dans une situation où on a besoin d'une incarnation personnelle. Voilà. Vous êtes toujours vice-président à Métropole, en charge des universités. Quel regard vous portez sur les blocages qu'on a vus, notamment à Lyon 2? Si vous voulez, je crois que la loi OR et le dispositif Parcoursup, c'est comme ça qu'il s'appelle, on pouvait relever d'un certain bon sens. Il a été présenté d'ailleurs sous son meilleur jour en disant qu'il faut aider à ce que des étudiants, en quelque sorte, s'inscrivent à l'université le mieux possible, de ne pas les mettre dans des goulots d'étranglement. Dit comme ça, on peut le partager. La réalité est que... en voulant se différencier un peu de la situation antérieure qui avait d'ailleurs été un peu caricaturée inutilement. Le tirage au sort n'avait été que pour quelques... Et puis ça existait du temps de Sarkozy déjà, donc en voulant différencier entre quelque sorte l'ancien et le nouveau, il y a eu une présentation un peu idyllique de Parcoursup. Il y a surtout aujourd'hui un vrai problème de moyens, parce qu'un dispositif comme ça, il demande pas simplement de faire fonctionner un algorithme, il demande une analyse des dossiers, et qu'aujourd'hui, les présidents de l'université, dans leur ensemble, même si d'une certaine manière, pour beaucoup d'entre eux, ils adhèrent à cette notion de meilleure prise en compte dans l'orientation, on voit bien que les universités, sur le plan des moyens, ne peuvent pas faire face. On a une augmentation démographique sans précédent. Et donc sur les blocages? Alors les blocages, c'est autre chose, parce que je pense que quelquefois, des minorités agissantes d'une certaine manière peuvent quand même conduire à des situations qui ne sont pas normales. Mais il y a le constat des blocages, mais ces blocages sont quand même le résultat d'une politique qui a été insuffisamment appréciée pour la mise en place de ce dispositif Parcoursup. Donc on a voulu dire qu'on allait tout régler, et on s'aperçoit qu'il aurait peut-être fallu le faire avec un peu plus de mesures, avec quelques expérimentations. Et à partir de là, ça conduit à cette situation-là. Plus de dialogue, mais oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous soutenez les bloqueurs ou non? Oui ou non? Non, je ne soutiens pas les bloqueurs quand ce sont des minorités agissantes qui empêchent tout ça. Mais je comprends, si vous voulez, de la part de qui?
de la part peut-être de mouvements politiques. Bien sûr, ça a toujours existé. Les étudiants il y a toujours eu des leaders qui se sont servis quelquefois des autres pour avancer sur des sujets qui n'étaient pas leur préoccupation essentielle. Mais je pense qu'il faut quand même voir que ce résultat-là, c'est quand même le résultat d'une mauvaise gestion de la mise en place d'un dispositif Parcoursup qui a créé des légitimes interrogations, des craintes légitimes. Et évidemment, quand on est dans cette situation-là, certains aiment un peu les radicaliser, en quelque sorte. Et la décision de la présidente de l'université de Lyon 2 d'annuler les examens, de les remplacer par le contrôle continu des devoirs maison. Écoutez, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité. C'est une lourde responsabilité quand on est président d'université, donc je ne veux pas ajouter de commentaires à ce sujet. Beaucoup d'étudiants s'inquiètent de voir leur diplôme bradé, entre guillemets. Quand on a révisé toute une année pour passer des partiels et que finalement on fait un devoir maison. Et je pense que la présidente de l'université, dans une situation difficile pour elle, je ne souhaite pas en quelque sorte, à travers un commentaire abrupt, venir interférer dans une situation dont elle a la responsabilité, avec son conseil d'administration d'ailleurs. Est-ce que le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui incarne le plus l'opposition aux yeux des Français, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ben là encore, c'est pas de l'inquiétude, mais je pense que c'est pas une... Enfin, la gauche aujourd'hui... Ça traduit pas une radicalisation de la société Non, mais je pense qu'il a... sortir d'une campagne présidentielle qu'il a lui-même trouvée décevante, puisqu'il pensait être au deuxième tour, il reste quand même aujourd'hui... on le voit bien, une figure pour la gauche qui est, comme vous l'avez dit, souvent qui est mise en avant. Et c'est justement cet état de fait qui, pour moi, n'est pas satisfaisant, parce que je pense que Mélenchon, d'une certaine manière, dans ce plan-là, est le meilleur ami de Macron. Je veux dire, en termes de... Tant qu'il n'y aura que Mélenchon pour s'opposer à Macron, je veux dire, ça sera une route assez tranquille pour Macron, oui. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on s'éloigne exceptionnellement un peu de la politique, quoique vous avez décidé d'en parler. On vous a diagnostiqué un cancer l'été dernier. Quand et pourquoi vous avez décidé d'en parler publiquement? Vous n'étiez pas obligé. À partir du moment où on me l'a décelé, où je suis rentré en soins, c'est-à-dire en chimiothérapie, pour ce qui me concerne, j'ai pensé qu'il était de mon devoir, de ma responsabilité de le dire, de ne pas faire du cancer un tabou. J'en suis particulièrement heureux parce que je trouve que finalement la maladie m'a donné l'occasion de communiquer sur une certaine pratique que j'ai des responsabilités, et aussi pour ceux qui sont atteints d'un cancer, parce que beaucoup m'ont écrit, m'ont remercié, j'ai eu différents témoignages. Vous savez, d'habitude, on utilisait l'expression, et on l'utilise encore beaucoup, la longue et cruelle maladie. Bon, en général, on l'utilise plutôt à la fin. Mais ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient atteintes d'un cancer, qui vivaient avec, qui en guérissaient, comme j'espère c'est le cas pour moi, même s'il faut toujours rester un peu prudent. Donc c'est ce qui m'a conduit à faire œuvre de transparence, à la fois une certaine éthique personnelle par rapport aux responsabilités qui sont les miennes, et à la fois un certain goût d'utiliser en quelque sorte ma situation en responsabilité, donc un peu plus médiatique que d'autres, pour dire oui, c'est une maladie, on vit avec, et on en guérit aussi. Vous avez beaucoup hésité, j'imagine. Vous avez eu des craintes avant de vous lancer, parce que c'est un sujet... Pourquoi d'ailleurs est-ce que c'est si tabou chez les personnalités politiques? Oui, vous avez vu qu'un certain nombre d'autres l'ont fait. Je ne dis pas que c'est à cause de moi. J'ai vu que François Rebsamen à Dijon l'a dit aussi. D'autres l'ont dit. Bon, d'autres l'avaient fait un peu avant, donc il faut toujours rester modeste. À chaque fois des surprises, parce que bien sûr, c'est beaucoup. C'est jamais une facile. maladie qui a été frappée de ce côté tabou. Certains même, quelquefois, ayant eu un cancer, l'ont fait dans une certaine honte. Je pense que c'est une maladie comme les autres, d'ailleurs. Encore quand on a des responsabilités politiques, le fait de l'avouer. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne gagne pas la dissimulation, et quand on était comme moi dans un état avec certes des contraintes physiques, surtout au début, dues au traitement, qui ont pu m'obliger un petit peu à modifier. De toute façon, j'étais devenu chauve, donc c'était difficile de le cacher. Donc je pense qu'il fallait aussi prendre en compte cette chose-là, mais ce n'est pas simplement la calvitie.
provisoire, vous le voyez, qui m'a frappé, mais je pense que il faut, autour d'une maladie comme ça, lever un certain nombre de tabous, montrer qu'on vit avec le cancer, qu'il y a différents types de cancers, qu'on en guérit, et que voilà, c'est une maladie presque comme les autres. Ça change votre regard sur la politique? Non, mais ça apporte de la sérénité, parce que ça oblige forcément à s'interroger sur un certain nombre de choses. Donc moi, ça m'a plutôt donné de la sérénité, je dirais même de la force dans ce que je fais. Ça ne vous change rien, ça sera ma dernière question, il nous reste 5 secondes, dans votre vie quotidienne, dans l'exercice de vos mandats? Quasiment rien, sinon quelques conséquences douloureuses qui sont des suites de la chimiothérapie avec lesquelles il faut vivre, mais qui ne sont pas plus importantes que d'autres. Mais vous continuerez la politique? Eh bien, je continue mes activités en politique, oui. Merci beaucoup Jean-Paul Brett d'avoir été mon invité cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. En attendant, tous vos replays sur tlm.tv. Très bonne semaine.